tous, il est 13h à Paris et 14h à Tel Aviv. Société, un autre regard sur l'actualité, édito, chronique et grand dossier, mais aussi et surtout ce qui fait votre quotidien. Voyage, argent, santé, mode, maquillage, décoration, musique et gastronomie. Parce que figurez-vous, tout ce qui vous intéresse, eh bien, nous intéresse aussi. Et pour cela, j'ai réuni autour de moi une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Vous verrez ensemble tous les jours sur ce plateau. C'est parti pour 1 heure, déjeunons ensemble. Est-ce facile pour un musulman de se déclarer athée? C'est le thème de notre entretien. Aujourd'hui, rencontre avec le blogueur palestinien Walid al-Husseini. Il est l'auteur d'un essai, Le blasphémateur, une déclaration d'intention sans équivoque pour celui qui a fondé l'association des ex-musulmans. Et si vous alliez travailler en pyjama, pas si insolite que ça, vous allez voir, puisque les plus grands créateurs de mode n'hésitent pas à s'afficher en tenue de nuit, nouvelle tendance dans la mode, c'est ce que nous verrons dans cette émission. Et 1 an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, 1 an après que Benyamin Netanyahou ait appelé les Juifs de France à migrer en Israël, eh bien la communauté française grogne sur les difficultés d'intégration et sur la reconnaissance des diplômes. Les choses sont peut-être en train de bouger aujourd'hui. La Knesset a fait passer en commission un projet de reconnaissance des diplômes. C'est notre grand dossier aujourd'hui, alors surtout, restez avec nous. Mais tout de suite un point sur l'actualité. L'emploi en discussion à Matignon, le Premier ministre Manuel Valls reçoit aujourd'hui les organisations syndicales et patronales. Objectif de cette rencontre, prendre connaissance du plan d'urgence annoncé par le président François Hollande lors de son allocution du 31 décembre. La Catalogne se dirige vers l'indépendance. Le maire de Gérone, Carles Puigdemont, a été élu hier soir président de cette région et a vite fait de promettre une sécession de l'Espagne qui serait prévue pour 2017. Angela Merkel dans l'embarras alors que les autorités allemandes doivent dévoiler aujourd'hui le premier rapport approfondi d'enquête sur les violences de Cologne qui ont mené à plus de 500 plaintes. On apprend que plusieurs Pakistanais et un Syrien ont été violemment agressés par des inconnus hier soir dans le centre de la région. Décès de David Bowie à l'âge de 69 ans, véritable légende du rock, l'artiste a révolutionné la pop music. Bowie a cédé face au cancer après 18 mois de combat. Et nous ouvrons cette émission avec cette nouvelle qui bouleverse les fans de pop à travers le monde. Vous l'avez vu dans les titres de Jonathan Serrero. La disparition de David Bowie à l'âge de 69 ans. La pop star s'est battue pendant 1 an et demi contre un cancer et il s'est éteint ce matin, quelques jours seulement après la sortie de son nouvel album. Alors pour évoquer sa carrière, je suis au téléphone avec Jackie Jakubowicz. Jackie, bonjour. Bonjour Valérie, ça va? Merci, ça va bien. Merci à vous de nous accorder cette interview. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes animateur télé. Vous avez interviewé les plus grandes stars de la musique et du cinéma. Quel souvenir avez-vous de David Bowie? Alors comme souvenir personnel, je l'ai rencontré une fois à l'époque où j'étais attaché de presse. C'était avec Brian Ferry, le chanteur de Roxy Music. Avec Salvador Dali à l'Hôtel Maurice dans sa suite, il était là, c'est-à-dire qu'il y avait Brian Ferry, David Bowie et Salvador Dali. C'était quelqu'un de, par rapport à son talent, de très discret, très modeste, voilà, et en même temps très ouvert. En quoi a-t-il marqué sa génération et surtout l'univers de la pop musique? Il a marqué sa génération. David Bowie, c'était plus qu'un chanteur de rock. Il a lancé des modes, il a toujours été très tendance. Et en fait, il a lancé des modes pratiquement à chaque décennie. Il arrivait toujours à être devant les autres et à lancer des musiques. Il n'était pas juste, c'était pas juste quelqu'un qui s'intéressait au rock'n'roll. En fait, il s'intéressait à toutes les formes de musique et surtout, il s'intéressait à toutes les formes d'art, comme le théâtre contemporain, la peinture, l'art abstrait et naturellement la musique. En fait, c'est un créateur, voilà. Merci beaucoup, Jackie, de nous avoir accordé cette interview. Une arrestation incroyable, celle du narcotrafiquant le plus recherché de la planète. El Chapo, l'acteur et réalisateur américain Sean Penn, a rencontré en secret le chef du plus grand cartel mexicain dans le but de préparer un film sur sa vie. C'était juste après son évasion absolument rocambolesque, grâce à un tunnel, figurez-vous, creusé sous la prison où il était incarcéré en juillet dernier. Une rencontre qui a permis peut-être aux autorités mexicaines de le capturer. Pourtant, Sean Penn a réalisé cette interview au beau milieu de la jungle mexicaine. Le Mexique pourrait
extrader le baron de la drogue vers les États-Unis où il sera sans doute poursuivi. Retour sur les cartels de la drogue avec Jonathan Serrero. Des voitures calcinées, des impacts de balles et des cadavres jetés en pâture sur le bord du chemin, tous victimes de la guerre que se livrent les cartels mexicains. Bienvenue à Matamoros, ville du nord de l'État mexicain de Tamaulipas. Nous sommes à quelques kilomètres seulement des États-Unis et de la localité texane de Brownsville. La région est en proie à de violents affrontements entre bandes rivales. Ciudad Victoria est la perle pour laquelle se battent ces groupes parce qu'ils se disputent la possibilité de contrôler la frontière. La région est devenue la plaque tournante du trafic mondial de drogue. Depuis 2010, un peu plus de 2 tonnes de stupéfiants ont été saisies par les forces de l'ordre américaines et mexicaines. 2 figures du cartel de Juárez se livrent bataille pour le contrôle de la frontière avec les États-Unis. Vicente Carrillo Fuentes, surnommé le vice-roi, est arrêté en octobre 2014. Les revenus de son frère Amado, tué en 1997, étaient estimés à 200 millions de dollars par semaine. Le deuxième baron, c'est lui, Joaquim Guzman, dit El Chapo, interpellé dimanche après s'être évadé de prison au mois de juillet dernier. L'homme emploie 60 000 hommes. Son trafic génère 40 milliards de dollars par an, soit entre 2 et 4% du PIB mexicain. De 6 cartels en 2006, ils sont aujourd'hui 12 à se partager le territoire du Mexique. Parmi les principaux, on trouve le cartel de Tijuana à l'ouest, celui de Sinaloa et de Juárez au centre, et celui du Golfe situé au sud-est, lui-même divisé en 2 groupes rivaux, les Zetas formés aux États-Unis et en Israël à la guérilla urbaine et au maniement d'explosifs, et les Gafes connus pour utiliser des méthodes impitoyables calquées sur les techniques employées par les Kabyles algériens. Dernier né, celui de Jalisco, appelé Nouvelle Génération. Le groupe s'est ligué contre les Zetas dans la ville de Guadalajara. On peut dire que le cartel de drogue Nouvelle Génération est devenu ce que les Américains appellent une TCO, une organisation criminelle transnationale, parce qu'ils sont présents en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et au Mexique. Donc c'est déjà une organisation criminelle qui a franchi les frontières. Et sur cette route de la mort, comme la surnomment les Mexicains, les morts s'entassent. 20 policiers et gendarmes ont été tués l'année dernière dans une embuscade tendue par le cartel Nouvelle Génération. Carlota, habitante de Matamoros, a elle perdu son mari et son fils dans un échange de tirs entre guérilleros et forces de l'ordre. Ils étaient en train de réparer une camionnette pour un voisin. Ils sont partis acheter des pièces et ils ne sont jamais revenus. Le Mexique s'est habitué à vivre au rythme des enterrements. Depuis 2006, la guerre des cartels a fait près de 50 000 victimes. Parmi eux, 593 personnes sont mortes décapitées. Maurice Ifergan, bonjour, bienvenue. Galit Zamir, bonjour. Nous parlerons dans quelques instants de droit avec vous, puisque vous êtes notre avocate ici à i24 News. Alors Maurice Ifergan, la drogue c'est un véritable fléau de société. Sean Penn a-t-il vraiment aidé à l'arrestation d'El Chapo? On voudrait mieux comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais beaucoup avoir la réponse, Valérie, mais en vérité, il y a une coïncidence vraiment troublante dans cette affaire. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, en octobre 2015, Sean Penn rencontrait, vous l'avez dit, El Chapo, en plein milieu de la brousse mexicaine, une rencontre secrète. En janvier 2016, quelques mois plus tard, Sean Penn publie le récit de cette rencontre dans le magazine Rolling Stone. Et la même semaine, on apprend la capture d'El Chapo en cavale depuis à peu près juillet 2015. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Les services de sécurité mexicains affirment être remontés jusqu'à la planque d'El Chapo grâce à l'écoute des téléphones cellulaires de Sean Penn et de l'avocat d'El Chapo. Sean Penn, lui, ne confirme pas du tout son implication dans cette arrestation, mais Sean Penn n'en est pas à son premier démenti. On se souvient que depuis 2007, il niait formellement avoir été l'ami personnel d'Hugo Chavez, et il a fallu attendre 2013 pour qu'il reconnaisse effectivement qu'Hugo Chavez était son ami. Mais cette histoire, elle est quand même super rocambolesque, Maurice Ifergan, et d'ailleurs, elle commence en 2012. Elle commence en 2012. Il faut savoir que tout commence par un Twitter lancé par l'actrice
mexicaine Kate del Castillo à El Chapo, un Twitter dans lequel elle affirme que si elle avait à choisir entre El Chapo et le gouvernement corrompu mexicain, eh ben, elle ferait plus confiance à El Chapo qu'au gouvernement mexicain. Alors là, il a fondu. Hein. Alors, El Chapo a fondu, lui a envoyé un Twitter pour la remercier et lui demander son adresse par l'intermédiaire de son avocat, pour lui demander son adresse afin de lui envoyer un bouquet de fleurs en remerciement. Est-ce qu'elle a reçu les fleurs? Le bouquet de fleurs, selon l'histoire, n'est jamais arrivé, mais l'avocat a maintenu le contact avec cette actrice et pour lui demander d'utiliser ses relations dans le cinéma, parce que c'est une star du cinéma au Mexique, afin D'ailleurs, on voit Sean Penn sur les écrans qui était venu de passage avec, il n'y a pas très longtemps. En Israël, absolument. Afin de lui demander d'utiliser son influence à Hollywood pour faire avancer un projet de film sur la vie d'El Chapo. Alors, un jour à Hollywood, Kate rencontre Sean Penn. Elle lui propose un rendez-vous avec El Chapo pour le connaître, pour voir comment il se comporte, comment il parle. La rencontre est organisée en plein milieu donc de la jungle mexicaine et elle fut fatale à El Chapo. Alors, au cours de cette interview, on en a vu un extrait sur les réseaux. El Chapo est un homme formidable. D'après ce qu'il dit, il n'a jamais tué personne par plaisir, simplement pour se défendre, a-t-il dit. Quant à l'argent, il a fait beaucoup d'argent, c'est un homme d'affaires et il utilise son argent comme tous les hommes d'affaires. Alors, pour le moment, on ne sait pas si Sean Penn est responsable de l'arrestation d'El Chapo, mais se pose un grave problème juridique, c'est celui de l'extradition du roi du cartel de la drogue au Mexique. C'est un problème embarrassant pour tout le monde, c'est un problème embarrassant pour les Mexicains, surtout parce que y a un problème à Mexico. Si on extrade El Chapo aux États-Unis, il risque la peine de mort. Et là, il n'est pas question pour les Mexicains de l'envoyer à la peine de mort. Les avocats du narcomane peuvent arguer donc de cet argument. Deuxièmement, il y a une question de souveraineté pour le Mexique qui ne veut pas livrer un de ses ressortissants, même s'il a réussi plusieurs fois à partir en cavale. Et enfin, surtout, le président mexicain a une peur, une énorme crainte, c'est que El Chapo révèle des infos et des détails sur la corruption qui règne entre le gouvernement mexicain et le cartel de la drogue. Le tunnel sous la prison, il a fallu le creuser quand même. Hein. Merci beaucoup, Maurice Fergan. Comme chaque semaine, nous nous pencherons sur vos droits avec l'avocate Galit Zamir. Et Galit, alors aujourd'hui, éclairage sur les contrats de mariage. Vous savez, en Israël, les contrats sont établis devant un avocat avant la célébration du mariage. En France, c'est devant un notaire et uniquement avant le mariage. Alors, avant le mariage, que doivent faire Galit, les futurs époux, pour préparer leur contrat? Racontez-nous. Alors, en fait, ils préparent devant un avocat qui rédige leurs biens en commun ou leurs biens qu'ils ont séparément. Et en fait, ils préparent leur divorce, ce qui est un peu embêtant. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se marient à un âge un peu plus tardif et qui ont déjà acquis des appartements, qui ont eu des biens, de l'argent. Donc, on recommande de faire un contrat de mariage, de rédiger un contrat de mariage pour éviter des problèmes au moment de la séparation du couple. En fait, ça veut dire que maintenant, au niveau, vous voulez dire de l'évolution des mentalités, des couples, justement, des familles recomposées, la séparation de mariage est recommandée? Oui, le contrat de séparation de biens est recommandé et peut éviter beaucoup de problèmes. Même, on peut dire que si un du couple a une société où il peut avoir des problèmes à la suite, ça peut protéger le conjoint. Alors justement, comment ça se passe? On a un contrat de séparation de biens, on veut divorcer. Comment ça se passe pour le partage? Comment ça se passe? Alors, dites-moi que ça va se passer bien. Oui, ça peut se passer très bien. On peut préparer ça à l'avance. C'est vrai que quand on prépare ça avant le mariage, déjà, on n'a pas besoin de passer devant le tribunal. Donc, on a besoin de passer devant un avocat et préparer la séparation de biens. Si on ne passe pas devant un avocat et on ne fait pas le contrat de mariage, donc on est soumis à la loi qui a été établie en 1973, la loi qui veut dire que tout est en commun. Ça veut dire qu'on sépare les biens et c'est 50-50. Donc si un contrat, ça va être selon le contrat, division selon le contrat. Alors justement, maintenant, ça arrive souvent. Il y a énormément de couples qui se marient en France, mais qui divorcent ici, en Israël. Comment ça se passe? Alors, du moment où ils font leur alliage, je leur recommande de passer devant le tribunal pour faire valoir ce contrat en Israël, ou même
pour faire encore plus simple, c'est faire un contrat en Israël et le faire valider par un juge devant un juge en Israël. Et dans le cas inverse, ça se passe comment? C'est identique en France? Non. En France, c'est à peu près identique parce que c'est selon la loi, c'est la communauté des biens, si on n'a pas de contrat de mariage. Mais il y a plusieurs types de contrats de mariage que je ne vais pas évoquer, mais il y a plusieurs types de contrats de mariage. En Israël, il n'y a qu'un type de contrat de mariage, donc c'est assez simple. Selon les personnes qui vont rédiger le contrat, on va préparer le contrat, mais il n'y a qu'un type de contrat de mariage. Et justement, racontez-nous, pour établir justement ce contrat de mariage, cette séparation de biens, il faut payer de l'argent? Oui, ça coûte entre 3 000 et 6 000 shekels, ça dépend. Plus on a de biens, plus c'est compliqué pour l'avocat. Et c'est plus recommandé, bien sûr, que si les époux n'ont pas de biens, donc ils arrivent au mariage et chacun a... ils n'ont pas de biens immobiliers ni beaucoup d'argent, c'est pas recommandé de préparer un contrat parce que c'est de l'argent qui est un peu pour rien. Mais s'ils ont des biens, ça coûte entre 3 000 et 6 000 shekels hors taxes, voire des contrats assez simples. Oui, ça veut dire entre 700 et 1 200 euros. Merci beaucoup, hein, Galit Zamir, pour cet éclairage. La semaine prochaine, nous parlerons avec vous de succession, autre époux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quand devenir athée devient un fléau, c'est l'histoire de Walid al-Husseini. Ce Palestinien de 25 ans, originaire de Kalkilia, en Cisjordanie, a dû trouver refuge en France il y a 3 ans. Le jeune homme était accusé par le gouvernement palestinien de critiquer l'islam sur un blog. Après 10 mois de prison et des interrogatoires sans relâche, il a finalement été libéré, mais fera l'objet de plusieurs interdictions, dont celle de quitter les territoires autonomes. Finalement, il parvient à rejoindre la Jordanie, qui lui fournit un visa pour la France sur place. Il fonde le Conseil des ex-musulmans de France et se bat pour ceux qui, comme lui, n'osent pas revendiquer leur athéisme au grand jour. Il est également l'auteur d'un livre, Le Blasphémateur, les prisons d'Allah, qui retrace son histoire rencontre avec un ex-musulman devenu athée. Le reportage est signé Caroline Amouyal. Depuis quand vous considérez-vous comme athée? C'est une longue histoire. Au départ, je cherchais la vérité. J'ai commencé à m'interroger sur l'islam, à poser des questions à mes professeurs et aux imams. Et en étudiant petit à petit, j'ai laissé tomber complètement l'islam. Et je suis devenu athée. C'était il y a 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans l'islam? Il y avait des choses en particulier qui vous dérangeaient? Dans les territoires palestiniens, oui. Nous sommes religieux, mais nous ne suivons pas le Coran. Nous n'appliquons pas strictement la charia. Mais nous utilisons l'islam comme source juridique. Et cela affecte la société palestinienne. Regardez la condition des femmes, les crimes d'honneur, tout. Les gens qui sont pour la liberté d'expression et pas seulement les athées, les chrétiens aussi qui ont beaucoup de problèmes et d'autres branches de l'islam comme les chiites, tous n'ont pas le droit de vivre là-bas. Comment votre famille a réagi à votre athéisme? Au départ, ils étaient d'accord. Je leur ai dit avant d'être arrêté, ils n'y prêtaient pas attention. Pour eux, j'étais jeune, je faisais mon chemin. Mais après avoir été arrêté, ça a pris beaucoup d'ampleur. Les gens parlaient de ça et ils ont dû dire qu'ils ne l'acceptaient pas. Mais je suis toujours leur fils et ils ne me reprochent pas d'être athée. Comment vos amis ont réagi à votre athéisme? Les amis, non, ils ne l'acceptent pas. C'est ça le problème. Donc vous avez dû couper les ponts avec certains de vos amis? Oui, même quand j'étais à l'université, je pensais que les gens là-bas seraient plus ouverts. Mais non, vous savez, quand c'est relatif à l'islam, ce n'est pas possible. Vous avez des amis qui étaient comme vous, qui se sentaient proches qui voulaient devenir athées, qui rejetaient un peu la religion? Cela existe, je vous le dis, et pas seulement dans les territoires palestiniens. La plupart des pays arabes connaissent ce phénomène et ça augmente si vite. Mais le problème, c'est que la plupart ne peuvent pas le dire en public. Ils utilisent les réseaux sociaux avec de faux noms. Certains d'entre eux le gardent même pour eux. Vous avez eu des problèmes ici par rapport à ça? Oui, bien sûr, dans certains endroits, oui. Vous avez pas été agressé, par exemple? Vous avez été agressé? Oui, j'ai été agressé. Quelquefois au restaurant, quand quelqu'un me reconnaît et dit des choses politiques. On m'accuse de mentir.
Pourquoi? Parce que je critique l'islam. Une fois pour mon livre, j'étais avec un journaliste dans un café. Quelqu'un s'est approché et a dit « Je sais que tu mens ». Je lui ai répondu « Pourquoi mentirais-je » Et là, il me répond « Je sais que tu mens à propos de l'islam ». Je lui ai répondu « Est-ce que tu as lu mon livre ?» Et il m'a dit « Non, mais j'ai vu qu'il a lu. Plein de sionistes, d'Israéliens, etc. » Toutes les menaces sur mon Facebook ou mon mail, je n'arrêterai jamais. Les droits d'auteur de Mein Kampf sont tombés en début d'année dans le domaine public, mais l'ouvrage antisémite d'Adolf Hitler reste un tabou en Israël où le génocide occupe une place centrale et où l'enseignement de la Shoah est obligatoire. Mais sans être totalement prohibé, toute publication reste interdite à grande échelle. C'est ce qu'a indiqué le ministère israélien de la Culture. Les droits de Mein Kampf sont donc devenus propriété universelle après avoir cessé d'être détenus par le seul État régional allemand de Bavière qui les avait reçus des forces d'occupation américaines. En Allemagne, le Conseil central des organisations juives se félicite de la publication de la nouvelle édition critique de Mein Kampf. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle tout de suite après avec Maurice Ifergan et Elodie Azoulay. Un visage, un regard et un livre ressuscité des méandres de l'histoire. Mein Kampf, le pamphlet d'Adolf Hitler, ressort des archives pour une réédition inédite depuis 1945. Écrit en 1925 et sorti en 1933, l'œuvre a mis en lumière l'idéologie nazie prônée par l'ancien Führer allemand. En 2016 et 70 ans après la Shoah, le brûlot antisémite revient sur les étalages des librairies du pays. Une œuvre de 1948 pages comportant 2 volumes et riche de 3500 notes de commentaires. Nous voulons naturellement réaliser une édition critique, une édition basée sur les fondamentaux, en contredisant Hitler, en le corrigeant. Malgré l'émoi suscité par cette nouvelle publication, le président du Conseil juif allemand veut croire à l'effet pédagogique de l'œuvre réalisée par l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. À mon avis, cette documentation critique et tous ces commentaires peuvent permettre de clarifier certaines choses sur les fausses idées répandues sur le nazisme, notamment sur Internet. L'éditer sous ce format est une bonne chose, je pense. Un avis pas forcément partagé par tous les membres de la communauté juive en Allemagne. Je suis totalement contre ce livre. Je pense que vous ne devriez pas faire la promotion pour cette œuvre scandaleuse qui a conduit des millions de personnes vers la mort. Je pense que cette réédition est très problématique. Pourtant, cette œuvre commentée de Mon combat va être rééditée un peu partout dans le monde et notamment en France par les éditions Fayard. Une décision catastrophique a qualifié le président du CRIF, Roger Kuckerman. En Israël, la diffusion de ce livre à une large audience demeure interdite. Alors Maurice Fergan, vous représentez plutôt la génération mai 68. Vous, Elodie Azoulay, bonjour, vous êtes plutôt la génération Internet. C'est donc un regard croisé sur cette publication. Elodie, est-ce que vous pensez que cette réédition de Mein Kampf, finalement, va apporter quelque chose? Écoutez, il faut déjà commencer par voir les choses de manière plus... satellitaire, vous voulez dire? Voilà. Ce livre est publié depuis plusieurs années sur le net. En 2-3 clics, on peut très facilement accéder à la lecture de cet ouvrage. Certaines maisons d'édition le publient depuis aussi assez longtemps, avec des ventes à 2000-3000 exemplaires par an. Donc vous êtes pour ou contre? Donc moi, je suis pour la publication parce que la clandestinité produit forcément, attise la curiosité. Mais là, c'est une édition critique, hein? Là, c'est une édition critique et donc je suis pour la publication avec tout un bagage critique autour qui permettra au lecteur de lire et comprendre comment le nazisme a pu monter dans les années 30. Votre avis? Moi, j'y suis totalement opposé. Je trouve que c'est vraiment immoral. C'est faire la promotion d'un ouvrage raciste qui prône l'antisémitisme et la destruction des minorités. Je ne crois pas qu'il faille le publier, d'autant que ce livre
est déjà en vente. Vous savez, si on fait un peu une recherche, il y a des pays qui sont en pointe dans la diffusion de Mein Kampf, notamment l'Inde, où on a vendu près de 100 000 exemplaires entre 2003 et 2010. Et vous allez être étonné, notre voisin, la Turquie, où on a vendu 130 000 exemplaires en 10 ans, ces 10 dernières années. Vous voyez, c'est quelque chose qui existe, alors il faut l'interdire, tout simplement. Mais d'autant que, Élodie, vous ne pensez pas que c'est quand même une incitation à la haine? On est quand même dans une période de recrudescence d'actes antisémites. Pourquoi un livre comme ça maintenant? Pourquoi un livre comme ça maintenant? Il faut démystifier ce livre, d'accord? Il faut partir du principe que demain, on ne va pas se retrouver avec 10 000 lecteurs à faire la queue devant à la FNAC pour acheter cet ouvrage. Celui qui veut le lire peut le lire à tout moment depuis plusieurs années. Donc l'incitation à la haine, on ne peut lutter contre l'incitation à la haine uniquement en veillant à travers la pédagogie et l'éducation, en donnant des outils aux élèves, à la jeunesse d'aujourd'hui pour pouvoir lire ce genre d'ouvrage. Merci beaucoup Élodie Azoulay, merci à vous Maurice Ifergan. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pub dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine au programme, les reconnaissances de diplômes en Israël. Aujourd'hui, les choses semblent donc bouger. Un projet était présenté dans la commission du Parlement, mais nous parlerons également maquillage, mode, sport. Restez là.